Bonjour Gérard et bonne année. Bonjour Jacqueline, bonne année aussi à vous et à vos invités et à tous les auditeurs. Gérard, sur le plan international, nous avons malheureusement fini l'année 2023 avec un nouveau conflit au Proche et Moyen-Orient, conflit dont il faut bien dire qu'il a détourné notre regard de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Or, dans 6 semaines, cette guerre va entamer dans quelques semaines, cette guerre va entamer sa 3e année. Vous, Gérard, quel regard portez-vous sur ces 2 années d'intenses combats qui comptabilisent aujourd'hui quand même plus de 500 000 morts et blessés pour les 2 pays? Vous faites très bien, Jacqueline, avant d'envisager les prochains mois, de poser la question sur ces 2 terribles années qui viennent de s'écouler. Les événements militaires furent loin d'être linéaires, en évolution permanente, constante. Il y a eu en réalité 3 phases fort différentes que les commentaires au jour le jour ne me permettent pas d'apercevoir. Premièrement, il y a eu le succès initial russe en 2022. Nous avons été tous surpris par l'invasion qui a eu lieu depuis la Biélorussie, depuis la Russie, depuis la Crimée, et qui a donc bousculé complètement l'armée ukrainienne et qui a permis aux Russes de prendre 20% du territoire. Donc, premier succès russe initial. Et deuxièmement, une deuxième phase en 2022 d'un succès ukrainien parce que les Russes se sont rendus compte qu'avec 170 000 hommes, ils ne pouvaient pas prendre le contrôle d'un pays de plus de 40 millions d'habitants. Ils ont donc redessiné leur stratégie en reculant de Kiev et en reculant de Kharkov. Donc, deuxième succès, mais cette fois-ci ukrainien. Enfin, en 2022 également, nous avons eu la contre-attaque ukrainienne sur Kharkov, la libération de Kherson, donc à nouveau un succès ukrainien. Et de ces 2 succès ukrainiens, eh bien, on s'attendait à ce que cela se poursuive. Eh bien non, en 2023, le front s'est stabilisé et les lignes de défense russes ont résisté à la contre-attaque ukrainienne. Donc là, nous avons une année 2023 plutôt favorable à la Russie. Donc, les Ukrainiens ont pensé, et nous aussi, que ce succès de 2022 allait continuer en 2023. Eh bien, l'efficacité des lignes de défense russes ont stoppé ces espoirs. Nous avons donc eu une succession de phases qui ont vu se succéder en 2 ans les succès de chaque pays. Les 2 années passées, finalement incertaines sur l'issue des combats, donnent à l'année 2024 une importance primordiale. Oui, vous nous dites, Gérard, vous nous dites donc que les Ukrainiens et nous aussi avons été trop optimistes sur la réussite de l'offensive ukrainienne attendue l'été dernier. Oui, l'art de la guerre, comme l'on dit, est avant tout une école de réalisme. La stratégie défensive comporte des avantages, ce que l'armée russe a su mettre en place à travers ces lignes de tranchées, de champs de mines, de casemates sur la plus grande partie du front. La Russie a appris de ses échecs. Premièrement, elle a regroupé ses forces à l'est et au sud, comme on l'évoquait, c'est-à-dire autour du Donbass et devant la Crimée. Elle a appris à brouiller, deuxièmement, les signaux GPS nécessaires à la précision des missiles américains HIMARS. Et troisièmement, elle a construit un efficace réseau de défense. Enfin, les chars occidentaux livrés aux Ukrainiens et leur stratégie d'emploi, c'est aussi très important, la stratégie, n'ont pu venir à bout de ces réseaux de défense russes, mines et tranchées. Oui, vous êtes en train de nous confirmer, Gérard, que l'Ukraine est dans une situation délicate, d'autant plus que le président des États-Unis n'a pas encore obtenu l'approbation du Congrès sur les 60 milliards de dollars d'aide militaire et économique à l'Ukraine.
Effectivement, les vents pourraient être plus favorables pour le gouvernement et l'armée ukrainienne. Mais d'un autre côté, les mois d'hiver vont être difficiles à traverser pour les deux armées. Et d'un point de vue opérationnel, vont immobiliser les lignes de front. Il faut aussi ajouter que dans les prochains mois, l'armée ukrainienne va recevoir en particulier du Danemark et des Pays-Bas ses premiers avions F-16 qui devraient lui permettre de lancer des missiles plus en profondeur sur la Crimée et sur l'arrière des lignes russes. Je n'évoque pas de frappe sur le territoire russe lui-même, oui, car les bombardements effectués par les Ukrainiens sur la ville russe de Belgorod récemment ont été ponctuels. Et ils ont constitué une réponse aux frappes russes sur les villes ukrainiennes. Ces bombardements civils russes en Russie, devrait rester limité, car la stratégie ukrainienne est de cibler en absolue priorité des objectifs militaires russes, soit dans les zones occupées, soit sur le territoire russe lui-même. Comme on le voit avec les destructions de voies ferrées en Russie et les attaques sur les aérodromes militaires russes. Il y a même 2 jours, les Ukrainiens ont détruit 2 avions de détection électronique russes volant au-dessus de la mer d'Azov. Donc l'Ukraine vise essentiellement des objectifs militaires russes et la stratégie russe, elle, est très différente. Elle cible des objectifs civils pour augmenter le coût du conflit auprès de la population afin qu'elle se lasse de la guerre et agissent sur le moral de l'armée ukrainienne. Oui, 2 stratégies totalement différentes. Vous n'évoquez donc nullement un ralentissement militaire et encore moins des possibilités de trêve ou de cessez-le-feu en 2024 dans cette guerre ? Jacqueline, pour que la situation s'oriente vers des négociations, il faut qu'une des 2 parties ait soit l'intérêt de le faire ou bien il soit forcé. Il est certain que le sort des armes n'a pas vraiment rendu son verdict actuellement. C'est pour cela que les initiatives militaires de ce printemps et de l'été 2024 pour les 2 pays auront une influence probablement déterminante. En termes de négociations, nous avons vu récemment l'échange de plusieurs centaines de prisonniers russes et ukrainiens. Donc les 2 parties finalement se parlent, même si des intermédiaires sont indispensables, qu'ils soient turcs ou bien des Émirats arabes unis. Les négociations pourraient donc s'élargir sur les éléments du conflit lui-même, les territoires. Il faudra y parvenir un jour ou l'autre, de toute façon. Voilà, on termine sur cette note d'espoir, comme toujours avec vous, Gérard. Merci pour votre réflexion couvrant toute la dynamique de cet horrible conflit. Et puis voilà, comme vous, espérons que les prochains mois nous rapprochent d'une possible solution. Je rappelle avant de nous quitter à nos auditrices et auditeurs que tous vos écrits, interventions, médias de vous, Gérard Vespierre, dans tous les domaines des relations internationales, se retrouvent sur votre site www.lemondedécrypté. Je ne dis pas les tirets, mais bon, on écrit Le Monde Décrypté, c'est bon. C'est gratuit, il faut juste s'abonner. Je vous dis à bientôt, Gérard. Merci, Jacqueline. À bientôt. Bonne fin d'émission. Merci, au revoir. On marque une pause avant de retrouver mes invités. À tout de suite sur IDFM Radio.